Vous pouvez juste me confirmer dans le chat que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien et que vous avez bien le support de la présentation. Comme ça, on pourra démarrer. J'en profite pour vous remercier évidemment d'être là pour ce premier webinaire de l'année et vous souhaiter une très bonne année 2026, voilà, qu'elle soit sereine, professionnellement, personnellement, qu'elle soit la plus heureuse possible pour vous et pour vos proches. Et encore une fois, merci beaucoup de nous consacrer un petit moment pour ce premier webinaire. Je vais encore attendre une petite minute. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu dans le chat, nous dire d'où vous venez, peut-être dans quelle entreprise ou quelle structure vous travaillez, le lien que vous avez avec la formation aussi. Ça nous intéresse. Je vais vous poser quand même quelques petites questions comme d'habitude. Mais voilà, je suis intéressé de savoir un petit peu à qui on a affaire aujourd'hui. On est une vingtaine de participants, donc c'est déjà pas mal pour un premier webinaire de l'année. Et donc, cette année, on va parler plan de formation pour ce premier webinaire de l'année. Merci Audrey, vous êtes infirmière en santé au travail dans le milieu industriel. Top. N'hésitez pas les autres à vous présenter aussi. On a encore une petite minute et puis ensuite, je démarrerai la présentation. On a à peu près 45 minutes ensemble, peut-être un peu plus si besoin. Et vous aurez accès au replay de ce webinaire qui sera sur notre chaîne YouTube. Si besoin, je peux vous envoyer aussi le support, n'hésitez pas. Et puis après, on se tient à votre disposition avec l'équipe Goldmap si vous avez des questions. Isabelle, vous êtes coordinatrice de formation, Léa, chargée de formation, top. Marie-Cécile, responsable QVCT et assistante sociale des personnels dans le milieu de la santé. Léa, vous étiez énergie renouvelable. Gwen, responsable QSE formation, top. Bon, ben super, super. Et Elisabeth, logistique. Et Mylène, DRH. Mylène, je reconnais votre nom, j'en profite pour vous passer le bonjour. Allez, c'est parti. Merci beaucoup pour cette petite intro. Donc, moi, je suis Arthur Catani, je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Goldmap et qui travaille en gros sur tous les sujets santé, sécurité, qualité de vie au travail. Et donc, on fait un webinaire par mois sur les grands sujets QVT, santé, sécurité. Et on a choisi pour le premier webinaire de l'année de vous parler du plan de formation parce que c'est souvent à ce moment-là que les choses se jouent sur les décisions, la construction, le déploiement des plans de formation. Parfois, on a des entreprises qui nous disent qu'elles commencent à travailler dès septembre. Ça dépend un petit peu, mais on voulait en tout cas vous donner nos conseils, nos bonnes pratiques, les bonnes pratiques qu'on observe aussi dans le secteur pour construire, pour déployer et pourquoi pas pour financer vos actions de prévention dans le cadre de votre plan de formation. Très, très rapidement, donc je vous le disais, on est organisme de formation, Goldmap, on est spécialisé sur la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail. Évidemment, on est certifié Calliope, donc on anime énormément de formations un petit peu partout en France et on le fait sur beaucoup de sujets qui sont en lien avec la santé de vos collaborateurs et donc qui ont un impact sur l'engagement, sur l'absentéisme, sur les arrêts de travail, sur la qualité de vie au travail de manière générale. On va pouvoir former sur la santé mentale, les risques psychosociaux. On va pouvoir former sur la sécurité au travail, les chutes de plein pied, le travail de nuit, le travail en hauteur. On va pouvoir former sur les TMS. On va pouvoir former sur le handicap, sur les relations interpersonnelles, plutôt les soft skills. Donc, vous voyez que le catalogue de formation de Goldmap est assez large. Et vous pouvez évidemment, n'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez des besoins. On est expert de ces sujets depuis 2017. On a animé près de 20 000 actions de formation depuis l'existence de Goldmap. Ça a touché près d'1 million de salariés, 750 000 salariés touchés dans tous les secteurs d'activité. Donc, tous les secteurs que vous avez cités en introduction, on les connaît bien, que ce soit la logistique, la santé, les services, les milieux industriels aussi. Et puis, pour ça, on s'appuie sur un réseau de formateurs qui sont un petit peu partout en France. Donc, l'objectif de Goldmap, c'est vraiment d'être votre partenaire santé, sécurité, qualité de vie au travail. Dans votre entreprise, on fait tout ça pour pas mal d'entreprises, pour Enedis, pour le ministère de l'économie, etc. Je ne suis pas là pour présenter Goldmap, je suis surtout là pour vous parler de ce webinaire. On fait un webinaire par mois, donc aujourd'hui, on va parler plan de formation. Le prochain webinaire, vous pouvez déjà le noter dans votre agenda, c'est le 5 février et on va parler santé mentale parce que peut-être que vous l'avez suivi. Le sujet de la santé mentale, ça a été renouvelé comme grande cause nationale. C'était déjà la thématique de 2025, mais on se rend compte que
les problématiques sont tellement importantes et qu'il est tellement important de parler de ce sujet, d'évoquer ce sujet en entreprise comme ailleurs, que le gouvernement a décidé d'en refaire sa grande cause nationale. Donc, le prochain webinaire, ça sera le 5 février. Je vous mettrai le lien dans le chat. Et donc, sur cette série Mieux vaut prévenir qu'on anime depuis 2023, l'idée, c'est de vous donner des conseils sur plein de sujets. Ça peut être des sujets de programmation d'action, ça peut être organisation d'événements type Safety Day, santé, semaine QVT, des semaines du handicap. Ça peut être sur des thématiques, les RPS, le sommeil, l'éveil musculaire. On essaie vraiment de vous accompagner au mieux. Voilà un petit peu pour l'intro. Donc, dans ce webinaire, on va vous parler de comment je construis, comment je structure déjà un plan de formation, qu'est-ce que je peux utiliser pour construire ce plan. Ensuite, comment je le déploie de manière très opérationnelle, très concrète. Comment potentiellement je peux faire financer ce plan de formation, ce plan de développement des compétences, une partie ou 100% de ce plan. Et puis, on va vous donner des exemples concrets de programmes de formation qu'on observe, nous, chez nos clients, sur plusieurs secteurs, auprès des salariés ou auprès des managers. Est-ce que ça vous va? Dites-moi dans le chat si en termes de programme, ça vous va. Et je vais en profiter pour vous poser quelques petites questions pour mieux vous connaître. Hop. Donc, je vous ai mis… Non, pardon, ce n'était pas celui-là que je voulais vous mettre. Désolé. Hop, je vous mets une autre enquête. Donc, déjà, pour comprendre un petit peu voilà, le poste que vous occupez. Si vous avez déjà participé à un webinaire, ça m'intéresse aussi, si c'est la première fois pour vous, et vos attentes aussi suite à ce webinaire, si vous avez besoin de trouver des idées, si vous avez besoin d'être accompagné. Donc, je vous laisse une petite minute pour répondre à cette première partie de questions. Je vous partagerai ensuite les résultats. Et puis ensuite, j'aurai un deuxième mini-sondage aussi pour comprendre un peu vos usages en termes de plan de formation. Et je laisse 30 secondes, comme ça vous pouvez répondre. Je vois qu'on a beaucoup de RH et de la formation aussi. Hop. On a plutôt des nouvelles personnes qui participent. Et je laisse encore 10 secondes et je vous partage les résultats. Et puis évidemment, tout au long du webinaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. J'ai une vue sur l'onglet discussion, donc je peux vous répondre. Hop, je vous partage les résultats. Tac. Donc, on est plutôt avec des personnes qui travaillent dans les ressources humaines, ce n'est pas une surprise, des responsables formation, un peu de QHSE, un peu de direction. On a une personne qui est référente handicap et on a une personne qui a un autre profil, peut-être étudiant ou autre. Marie-Cécile, vous êtes intéressée par le financement d'actions. On va en parler un petit peu. Il y a des solutions qui peuvent exister, alors qui ne sont pas toujours la panacée, mais qui peuvent exister. Est-ce que vous avez déjà participé à un webinaire? Ça, c'est top. Vous êtes c'est plutôt la première fois pour vous. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment et qu'on vous reverra pour les prochains. Vos attentes, vous avez surtout besoin de trouver des idées. C'est parfait parce qu'on a fait une section sur des idées concrètes de formation. Top. Merci beaucoup pour ce petit temps. Et puis, du coup, je vous propose de répondre à ce deuxième petit quiz. Là, c'est plus pour comprendre vos usages en termes de plan de développement des compétences, plan de formation. Est-ce que vous pouvez nous dire si votre entreprise dispose déjà d'un plan actuellement? Est-ce qu'il est complet? Est-ce qu'il est partiel? Ou est-ce qu'au contraire, pas du tout? Qui est responsable du pilotage? Est-ce que c'est plutôt RH, plutôt direction, plutôt manager? Donc, dans RH, je mets la formation, évidemment. Et est-ce qu'il n'y a peut-être aucune personne clairement identifiée? C'est possible dans le cas de petites structures, dans une PME, par exemple. À quelle fréquence le plan est actualisé et suivi? Tous les ans? Est-ce que c'est tous les 2-3 ans? Est-ce que c'est ponctuellement? Est-ce que c'est jamais? Pareil, je vous laisse 20 petites secondes et je vous partage. Et comme ça, on rentre dans le vif du sujet. Allez, encore 10 secondes. Allez, hop, c'est parti. Je vous partage les résultats. Donc, votre entreprise dispose-t-elle actuellement d'un plan de développement des compétences
oui complet pour 4 personnes, partiel informel pour 10 personnes et non pour 2 répondants. Qui est responsable du pilotage? C'est surtout les RH, sans surprise, un petit peu la direction et un tout petit peu manager pour un répondant. Et ensuite, on n'a aucune personne clairement identifiée. La fréquence, c'est très bien pour la majorité des répondants. La grande majorité, c'est tous les ans. Donc, c'est parfait puisque c'est ce qui est censé être la fréquence classique. Top. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'on peut démarrer du coup le petit webinaire? Si ça vous va, est-ce que vous me dites si c'est toujours OK pour vous, si vous m'entendez bien, si vous suivez bien? Allez, nickel. Eh bien, je commence toujours par un petit quiz qu'on appelle quiz de positionnement. C'est ce qu'on fait aussi en entreprise quand on anime des ateliers. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si la mise en place d'un plan de développement des compétences est obligatoire pour l'employeur selon vous? Léa, vous me dites oui. Merci Léa. Et je vais vous montrer la réponse après. Isabelle, oui. Mylène, oui. Hop, Mathilde. Allez, pareil, je reste 5 secondes sur la question et on enchaîne. Bon, c'est quand même oui pour une grande majorité. Alors, ce n'est pas obligatoire au sens strict, mais vous savez que l'employeur, il a l'obligation de former ses salariés pour maintenir leurs compétences et sécuriser leur employabilité. Voilà, donc là, on est sur une petite question un petit peu technique. Ce n'est pas une obligation au sens strict, mais vous avez en tant qu'employeur l'obligation de former vos salariés pour maintenir leurs compétences, notamment, vous savez, pour adapter leur poste de travail, leur travail aux évolutions aussi organisationnelles, techniques, aux innovations aussi. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle en ce moment. À chaque fois, on vous met les sources, évidemment, pour que vous puissiez aller creuser tout ça. Quelles sont les formations prévues par le plan de développement des compétences? Donc, on ne parle plus trop de plan de formation, maintenant, on parle de plan de développement des compétences. Est-ce que dans le plan de développement des compétences, on parle de formation obligatoire, de non obligatoire, de VAE, c'est-à-dire validation des acquis de l'expérience? Dites-moi, selon vous, la réponse. Est-ce que ça peut être plusieurs réponses à la fois, d'ailleurs? Donc, Léa, vous nous dites B et C, donc VAE et non obligatoire. Mathilde, les 3, Virginie A et C. Ouais, pareil, je vous laisse encore 10 secondes. Elle est un peu plus difficile, cette question. Charline, les 3. Elisabeth, uniquement les acquis, le VAE. Gwen, les 3. Allez, super. Merci beaucoup. C'est les 3. Puisque dans le plan de développement des compétences, vous avez à la fois les formations obligatoires. Je vous donne un exemple, la formation sauveteur secouriste en matière de sécurité. Vous avez les formations non obligatoires. Vous les formez vos collaborateurs à la prévention des risques psychosociaux. Vous les formez vos collaborateurs qui travaillent en horaire atypique aux horaires de nuit, par exemple au sommeil en horaire de nuit. Donc ça, c'est non obligatoire. Et puis, le plan de développement des compétences, il peut également prévoir des actions de bilan des compétences et de validation des acquis de l'expérience. Voilà, donc c'était la question un peu difficile. Est-ce que le salarié peut, selon vous, s'opposer à participer à une formation dans le cadre du plan de développement des compétences? C'est oui ou non, ça peut être oui et non. Vous me dites ce que vous en pensez. On a volontairement fait des questions un petit peu difficiles pour vous montrer que les sujets de plan de formation ne sont pas toujours très simples à décrypter. Non si obligatoire, Isabelle, ouais, merci. Pareil, je vais vous commenter tout ça. Les autres, vous me dites aussi oui, non. Pareil, vous pouvez dire comme Isabelle, si non, dans quel cas. Ouais, oui et non si obligatoire. Merci Catherine. Non si sécuritaire, obligatoire. Ok, allez, top. Bon, je passe parce que vous avez raison, c'est oui et non, effectivement. Si la formation est obligatoire pour des raisons légales ou réglementaires, tout ce qui est habilitation électrique, par exemple, prévention des risques, la sécurité, tout ce qui est sécurité au travail, le SST dont on a parlé, là, le salarié ne peut pas refuser. Ça peut être qualifié de faute professionnelle et donc ça peut justifier jusqu'à un licenciement. Pour les autres formations qui ne sont pas obligatoires, la participation est en principe sur la base du volontariat. Ce qui se passe souvent, ce qu'on voit beaucoup, c'est du volontariat plus ou moins obligatoire. On incite fortement les collaborateurs à participer
parce qu'on veut vraiment absolument que l'ensemble des formateurs, des managers, par exemple, soient formés à la prévention des risques psychosociaux. Ce n'est pas obligatoire au sens réglementaire, mais c'est fortement conseillé d'y participer. Allez, petit point juste pour vous expliquer le cadre légal du plan de développement des compétences. Donc, c'est l'article du Code du travail qui est 63-21, alinéa 1. L'employeur, il assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Et pour ça, il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences et il doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi et à le garder. Donc ça, c'est super important. On parle beaucoup, par exemple, de formation sur l'ergonomie des postes de travail, formation sur le handicap. On est là, typiquement, dans le maintien de l'emploi. Donc, la traduction de tout ça, ça veut dire qu'en gros, en tant qu'employeur, on doit fournir à son salarié, à ses salariés, toutes les ressources nécessaires pour que cette personne soit opérationnelle dans ses missions au quotidien. Et ça peut être via des formations et via le plan de développement des compétences. Les avantages à mettre en place un plan de développement des compétences, c'est assez simple, c'est assez clair, je pense, pour vous aussi. N'hésitez pas si vous voulez compléter. On veut renforcer la productivité des équipes. On veut soutenir la performance de l'entreprise. On veut accompagner les évolutions, les transformations de l'entreprise en termes d'organisation, les évolutions technologiques, les évolutions réglementaires. On veut lutter contre l'absentéisme. Par exemple, on veut réduire les arrêts de travail et donc on forme aux gestes et postures, à la manutention manuelle. On veut lutter contre les accidents de travail pour les horaires atypiques et donc on va former à l'hygiène de vie, au sommeil et aux horaires atypiques. On peut former sur les addictions, des choses comme ça. On veut prévenir des situations de démotivation des équipes. On sait que des équipes qui ne se forment pas régulièrement, on a un phénomène de désengagement qui s'observe. Et puis, on veut prévenir des risques de désinsertion professionnelle. C'est important en tant qu'employeur de continuer régulièrement à former ses collaborateurs. Et former ses collaborateurs, c'est aussi améliorer sa marque employeur. Voilà un petit peu sur les avantages. Est-ce que vous en voyez d'autres? Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas, vous me le dites dans le chat. Et sinon, j'enchaîne sur le sommaire. Allez, c'est parti. Donc, on va parler un petit peu de comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on structure un plan de développement. Ensuite, on va parler de déploiement. Ça va être assez rapide, mais on va voir un petit peu la checklist, les questions qu'il faut se poser une fois que j'ai construit mon plan. Comment est-ce que je le déploie? On va vous donner quelques actions, quelques idées sur le financement. Vous allez voir qu'il y a des possibilités parfois de financement. Et puis, à la fin, on va vous donner des exemples concrets de programmes de formation. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, et d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui veut le dire à l'oral, vous me dites, et vous pouvez faire un petit partage d'expérience, je peux vous partager le micro, il n'y a pas de pression, vous me dites. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous avez déjà mis en place un plan de formation? Comment vous avez structuré votre démarche? Par quoi vous avez démarré? Est-ce que vous avez démarré par votre DUERP? Est-ce que vous avez démarré par vos entretiens annuels? Est-ce que vous avez démarré par une collecte d'informations auprès de vos managers? Dites-moi, et s'il y en a, il y a une personne dans le chat qui veut partager. La dernière fois, on l'avait fait, c'était assez sympa, mais il n'y a pas d'obligation, évidemment. C'est en cours, Mathilde. Hop, vous êtes intéressé par les retours d'expérience. Top. Léa, du coup, vous avez démarré par les entretiens annuels. Marie-Cécile, c'est avec la responsable formation. OK. S'il y a quelqu'un qui veut témoigner à l'oral, je lui partage, je lui donne l'accès. Hein. Catherine, vous avez démarré par les orientations stratégiques de l'entreprise, donc j'imagine qui ont été définies par le CODIR. Virginie, entretien annuel plus collecte auprès des managers. Ouais, super. Ouais, ça, c'est effectivement assez classique pour connaître les besoins obligatoires. Mylène, entretien pro, obligation légale, retour manager, DUERP, accident. Bon, je crois que c'est assez complet, Mylène, effectivement. Elisabeth, entretien annuel. OK, top. Bon, super, merci beaucoup. À noter juste un petit point, tous les salariés peuvent suivre des formations. Les formations, ce n'est pas juste pour les CDI, ça peut être pour les contrats d'apprentissage, ça peut être pour les contrats de professionnalisation. Il n'y a pas de condition d'ancienneté pour accéder à une formation, normalement en entreprise. Et ensuite, l'employeur, il est libre de choisir les salariés
qu'ils souhaitent faire bénéficier d'une formation, évidemment. Vous pouvez dire, je forme que mes managers, je forme que l'équipe commerciale, je forme que les gens qui sont en itinérance. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait des critères discriminants. Par exemple, l'âge, l'origine ethnique, la situation familiale, évidemment. C'est pas l'idée d'un plan de formation. Allez, les étapes. On va parler un petit peu de tout ce que vous nous avez dit, les entretiens pro, des obligations légales. On va d'abord évaluer des besoins en compétences. Ensuite, on va définir des objectifs clairs, mesurables. On va parler un peu de la grille SMART. On va ensuite concevoir, sélectionner des actions de formation. On va planifier, définir un plan, déployer un plan. Et on va suivre, ajuster et évaluer. Le premier point, donc, comment est-ce qu'on évalue les besoins en compétences? Donc là, l'idée, c'est de se dire, comment est-ce que je m'assure d'avoir les bonnes compétences au bon endroit, au bon moment pour déployer ma stratégie, la stratégie de mon entreprise et atteindre mes objectifs? À quel point je dois former mes collaborateurs et sur quel sujet? Donc là, on en a parlé un petit peu. On peut s'appuyer sur les entretiens individuels, entretiens annuels ou semi-annuels, sur les évaluations de performance, sur les discussions de développement de carrière, plan de carrière, etc. On peut aussi analyser les postes de travail. Est-ce que j'ai des risques professionnels liés à tel ou tel métier, liés au travail de nuit? Est-ce que j'ai des SST, etc. Et on peut, comme Mylène, vous nous l'avez dit, on peut aller consulter certaines personnes, des responsables, des équipes concernées, le CSE, etc. Ça peut être intéressant d'avoir l'avis de personnes qui ont une vue un petit peu 360 sur le reste de l'équipe. Deuxième point, on va définir des objectifs clairs et mesurables. L'idée, c'est une fois qu'on a évalué, qu'on a défini un peu les priorités, on va transformer les besoins identifiés en objectifs concrets. Donc, on va se dire, par exemple, d'ici 6 mois, je veux qu'il y ait au moins 50% de mes collaborateurs qui aient été formés aux gestes et postures. D'ici 1 an, je veux qu'il y ait au moins 2 salariés dans mon équipe qui sont formés en tant que sauveteurs secouristes du travail, etc. Donc là, c'est vraiment les résultats concrets. Je pense que vous connaissez la grille SMART. La grille SMART, c'est intéressant parce qu'elle permet d'avoir des objectifs qui sont clairement définis, qui sont vraiment mesurables, donc qui permettent notamment de suivre les progrès, de partager les résultats, etc. Je passe là-dessus. Comment ensuite on conçoit et on sélectionne des actions de formation? Là, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a défini les priorités, qu'on a défini les objectifs, on va mettre en place les moyens. Et donc là, c'est très concret. On va sélectionner les actions. Est-ce que je veux faire de la formation une demi-journée, une journée, 2 jours? Est-ce que je veux faire du présentiel, du distanciel? Est-ce que je veux former mes salariés, mes managers? Quelles sont les contraintes de mon entreprise auxquelles je dois m'adapter? Quels sont les profils de mes collaborateurs auxquels je dois m'adapter? Là, c'est super important de se poser toutes ces questions parce que sinon, on risque de déployer un plan de formation qui n'est pas adapté. Et donc là, c'est vraiment quelles sont les actions qui auront le plus d'impact. Donc là, il faut s'adapter à chaque entreprise, à chaque réalité. On ne peut pas avoir le même plan de formation pour une entreprise du tertiaire où on a du télétravail qu'une entreprise dans un secteur industriel où tout le monde est au bureau et en horaire atypique, par exemple, et où les machines tournent en permanence. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si, par exemple, dans votre plan de formation, vous êtes adapté à certaines contraintes? Je pense, par exemple, Mylène, pour vos chauffeurs, peut-être. Comment vous faites pour former des personnes qui sont pas toujours au bureau, qui sont souvent en déplacement? S'il y a d'autres personnes qui veulent nous dire, ouais, la mobilité terrain. Du coup, Gwen, comment vous faites? Est-ce que vous arrivez à les rassembler au moins une fois dans l'année ou une fois tous les 6 mois? Comment vous faites quand vous avez des itinérants? N'hésitez pas à nous partager des retours. Je pense que ce sera intéressant pour tout le monde. Pareil, Virginie, si vous avez des retours, Catherine, Léa, etc. Donc, Mylène, par exemple, vous avez une fois par trimestre, du coup, les collaborateurs qui sont en déplacement, qui viennent au siège. Léa, vous avez un système d'astreinte. Ah oui, ok. Non, excusez-moi. Vos contraintes, c'est les astreintes et le fait d'avoir une zone géographique étalée. Compliqué, du coup, j'imagine, de déployer un plan de formation pour vous. Est-ce que Léa, du coup, vous faites du distanciel pour pouvoir, on va dire, ne pas être obligé d'avoir des formateurs sur toute la zone? Gwen, vous anticipez au maximum 3-6 mois à l'avance. Ouais, de toute manière, je pense que c'est effectivement une bonne pratique.
Pareil, hein, dites-nous dans le chat, je pense que ce sera intéressant. Et si certains ont des questions sur des commentaires, pareil, l'idée, c'est pas que ce soit juste moi qui vous partage mes conseils. Je suis beaucoup moins expert que vous sur ces sujets. Léa, vous favorisez du présentiel en intra. Ouais, ok. Public vieillissant, réticent en distanciel. Ouais. Donc, vous ne faites pas d'inter et vous faites que du présentiel. Catherine, vous formez en présentiel pour les magasiniers caristes. Ouais, c'est effectivement des publics qui vont avoir souvent être moins à l'aise avec le distanciel. Souhaite former des formateurs en interne. Ça, c'est un très bon point, Gwen. Effectivement, souvent, quand on a une grande granularité géographique, on a beaucoup de sites un petit peu partout en France. Nous, on recommande de former des formateurs. Ces formateurs internes, pour le coup, on peut les ramener au siège pendant une journée. Et c'est eux ensuite qui vont être ambassadeurs, qui vont être relais, chefs d'équipe sur ces thématiques. Ça peut être des chefs d'équipe, mais pas toujours. Hop, Larbi, vous nous dites, ouais, il est souvent difficile d'avoir une vision sur le ROI, effectivement, de la formation. Bah ouais, ça c'est pas toujours évident. Elisabeth, vous faites du présentiel et du e-learning. Ouais, ok. Ok, ben merci beaucoup pour vos retours d'expérience. Je pense que c'est super intéressant d'avoir tout ça. Une fois qu'on a le plan, on va le planifier. Donc, il y a un point qui est important dont je voulais vous parler, c'est le calendrier. Je crois que je me souviens plus si c'est Gwen qui nous a dit ça, d'anticiper 3 à 6 mois à l'avance. Je pense que c'est une bonne pratique. Hein, si vous pouvez même anticiper un plan de développement des compétences à l'année, vous pouvez le faire. Après, il faut rester agile parce que vous pouvez avoir des transformations organisationnelles, il faut pouvoir s'adapter, mais ça vaut le coup de planifier le plus à l'avance possible. C'est important aussi de s'adapter au temps fort de l'entreprise. Je pense notamment à nos clients du secteur de la logistique. On ne va pas déployer des actions de formation en novembre et en décembre parce qu'on sait que tout le monde est en rush à ce moment-là. Et donc, on va plutôt prévoir janvier, février peut-être, qui sont des temps plus calmes pour des temps de formation. Donc, essayez de vous adapter au maximum à vos réalités en entreprise pour s'assurer que ça soit jouable aussi pour vos managers. Parce que l'idée, ce n'est pas de déployer un plan de formation et que vos managers vous disent « Ah, mais vous êtes gentil, mais moi, je ne peux pas la libérer des personnes. J'ai les machines qui tournent, j'ai du rush pour la fin de la semaine, etc. » Donc, on va créer ce calendrier, super important. On va définir les ressources, comment on va suivre les inscriptions, les participations, etc. Ça, je vais vous en parler un petit peu. Très important, on va affecter les ressources nécessaires, donc le budget, potentiellement les formateurs, etc. Et puis, on vous recommande aussi de mettre en place un tableau de suivi. Ce tableau de suivi, ça peut être votre LMS. Pour les grosses entreprises, souvent, vous avez un LMS qui vous permet de suivre votre plan de développement des compétences. Et pour d'autres, ça peut être un Trello, ça peut être un Excel, on peut le faire à la main, mais c'est important en tout cas d'avoir tout ça dans un document pour suivre le plan de développement des compétences, le nombre de sessions de formation, le nombre de collaborateurs que vous avez formés, les retours de satisfaction sur les sessions, si vous avez des sessions qui sont spécifiques à certains publics, etc. Ça, c'est important de le préciser dans un document. Et ensuite, très important, dans un plan de formation, il faut le suivre, l'évaluer, l'ajuster. C'est très important quand vous déployez des actions de formation de définir vos indicateurs de performance. Larbi, vous disiez, c'est difficile d'avoir le retour d'investissement. Ce que vous pouvez au moins avoir, c'est le taux de satisfaction, le taux de participation. Ça, c'est quand même des choses qui sont indispensables que vous pouvez avoir. Isabelle, là-dessus, nous, sur les retours de satisfaction, quel que soit l'organisme avec lequel vous travaillez, il doit vous fournir ces retours de satisfaction. Donc, nous, on les a systématiquement sur quasiment 100% de nos formations. Et quand on ne les a pas, on doit les récupérer. C'est une obligation Calliope. Donc, insistez auprès de vos prestataires, auprès de vos formateurs. Si c'est des formateurs internes aussi, c'est super important d'avoir les retours. Le taux de participation aussi. J'étais censé avoir 10 personnes, j'en ai que 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les motifs d'absence, etc. C'est important de suivre le taux de participation et les motifs. Ce qui est difficile après, je rejoins Larbi, c'est difficile de mesurer l'impact sur la performance opérationnelle. Parce que là, on est sur du ressenti. C'est difficile de mesurer la progression sur les compétences. Mais là, c'est du qualitatif. Ça peut être des évaluations auprès des collaborateurs
à 3 mois, 6 mois. Ça peut être aussi des évaluations auprès de leur manager, leur chef d'équipe. On a formé là les équipes sur un nouveau CRM. Les managers, qu'est-ce qu'ils en pensent 3 mois après? Est-ce qu'ils considèrent qu'il y a eu des progrès qui ont été faits? On a formé sur du geste et posture pour éviter les accidents de travail et la prise de poste. Est-ce que 6 mois après, on est content des résultats au niveau HSE et au niveau chef d'équipe, par exemple? Et donc, l'idée, c'est d'évaluer et surtout d'ajuster en fonction des résultats. Je vous donne un exemple. Nous, quand on déploie un plan de formation, par exemple, sur les risques psychosociaux pour une entreprise, à la fin de la première session, on fait toujours un bilan avec l'entreprise pour savoir si ça s'est bien passé ou si on doit éventuellement corriger le tir. Parfois, ça peut vouloir dire changer de formateur. Ça peut être faire évoluer les supports, les personnaliser un petit peu plus. Mais en tout cas, c'est important de ne pas déployer un plan de formation à l'aveugle et toujours d'avoir des retours dès les premières sessions. Donc là, la question qu'on doit se poser, est-ce que les actions que j'ai mises en place produisent les résultats attendus? Et sinon, qu'est-ce que je peux ajuster pour maximiser l'impact? Est-ce que ça vous va un petit peu sur les étapes? Je vais vous parler un petit peu du coup des questions à se poser sur le déploiement. Vraiment les questions un petit peu logistiques, très opérationnelles. Bon, alors ça, je vous ai déjà posé la question. Selon vous, les principales difficultés, vous me l'avez dit un peu, les astreintes, des gens qui sont sur le terrain, donc qui n'ont pas toujours du temps, des publics qui ne sont pas très à l'aise avec le distanciel, un manque de proximité géographique, quoi, des équipes qui sont réparties un petit peu partout. Donc, je ne vous repose pas cette question-là. Je crois qu'il y a quelqu'un qui écrit dans le chat, donc n'hésitez pas à me poser la question. Et sinon, je prends le relais, j'enchaîne. Allez, hop. Donc, le plan de développement des compétences, on va valider les ressources disponibles. On a parlé du budget, du temps alloué, hein, c'est important aussi. On a beaucoup, nous, de nos clients qui nous disent, effectivement, j'aimerais pouvoir faire 2 jours, j'aimerais pouvoir faire parfois plus, mais je suis contraint à faire une demi-journée ou je suis contraint à faire une journée parce que j'ai un retour de mes managers et que 2 jours, c'est trop long. Donc, il faut quand même être très pragmatique, très réaliste sur le temps alloué, sur le budget aussi, parce que plus la session va être longue et plus les budgets vont être importants. Ensuite, quels sont les outils? On en a parlé un petit peu, comment je vais suivre tout ça. Et qui sont les intervenants qui sont mobilisés en interne? Est-ce que c'est moi côté formation? Est-ce que c'est mes collègues qui sont chargés du suivi de ces formations RH? Est-ce que c'est les managers qui vont être responsables, etc. On va finaliser le planning. Et donc là, on l'a dit, il faut tenir compte des contraintes opérationnelles, la saisonnalité de votre entreprise, les vacances aussi, hein. Il faut penser au temps de vacances. Quand on fait un plan de formation avec une entreprise, on leur demande toujours la zone géographique pour les temps de vacances, parce que sinon, vous allez prévoir quelque chose et en fait, vous allez devoir tout modifier au dernier moment parce que vous vous rendez compte que vous êtes zone B et qu'en février, vous êtes en vacances telle ou telle semaine. Donc, on va tenir compte aussi des pics d'activité. On va tenir compte de la réalité finalement de l'entreprise. Donc, le planning de déploiement, il est super important. Les modalités logistiques. Quel format? Présentiel ou distanciel? À quel endroit? Est-ce que je fais ça au siège ou est-ce que j'arrive à faire ça au niveau des agences? Si je fais ça au niveau des agences, est-ce que j'ai bien des salles qui sont capables d'accueillir cette formation? Est-ce que dans ma salle, j'ai bien un vidéoprojecteur? Est-ce que j'ai bien un écran pour partager? Vous voyez qu'on est sur des questions là très, très pratico-pratiques, mais c'est important de se poser ces questions-là en amont parce que sinon, vous allez déployer un programme qui n'est pas pertinent et on va vous remonter au niveau de l'agence que « Ah, mais moi, je suis incapable de faire une session de formation, donc il faut changer ». Donc ça, c'est super important. Il y a plein de questions pratiques, hein. Quand vous accueillez un formateur, il faut lui partager toutes les informations, l'adresse, les horaires évidemment. Est-ce que vous prenez en charge son déjeuner? Enfin, voilà, on est sur des questions très pratico-pratiques, mais qui sont importantes pour le bon déroulé de ces sessions. Et puis, super important aussi pour s'assurer que le taux de participation soit bon, il va falloir communiquer, il va falloir embarquer les acteurs. Les acteurs, ce n'est pas uniquement les salariés participants, les stagiaires,
c'est aussi leur manager, c'est aussi les RH, ça peut être le CSE, ça peut être le HSE. Et donc là, c'est super important de communiquer et de les embarquer. Comment est-ce qu'on communique? Le mailing, les newsletters, les affichages, les réseaux sociaux internes, des bannières. Enfin voilà, vous avez plein de manières. Vous pouvez avoir les discours du président, de la directrice générale, etc. Donc très très important d'expliquer, de communiquer sur le quoi et le comment et le pourquoi. Le pourquoi est-ce qu'on vous forme sur ces sujets? Parce que on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'arrêts de travail pour telle population, beaucoup d'accidents. Comment est-ce qu'on va faire? On va vous faire des formations 3h30 limitées à 10 personnes sur tels horaires. Est-ce que c'est dans le cadre des horaires de travail? Oui. Donc, cette formation, elle est payée par l'employeur. Communiquer sur les enjeux. On veut que vous soyez capable, à l'issue de cette formation, de faire telle et telle chose, etc. C'est très, très important d'expliquer le pourquoi de vos formations, que vos salariés ne se disent pas ça tombe un peu du ciel et on ne comprend pas trop d'où ça vient, on a l'impression que ce n'est pas très adapté, etc. Donc là, faites des supports. Je sais que nous, on fournit toujours des supports de communication dans le cadre de plans de formation. Ça peut être des affiches, ça peut être des livrets, ça peut être des vidéos. C'est des choses que vous pouvez faire aussi en interne, mais très, très important de communiquer un maximum pour éviter le plan de formation qui coûte cher, qui vous a coûté beaucoup de temps aussi, beaucoup de ressources, mais qui finalement touche assez peu de monde parce qu'il y avait des contraintes, parce que finalement, on s'était trompé dans les horaires et qu'il fallait intervenir de nuit sur tel ou tel site. Les formats, je vous ai mis quelques formats ici possibles. La formation en présentiel ou en distanciel, très important. Donc là, la question à se poser, c'est est-ce que je peux faire du présentiel ou est-ce que au contraire ça me coûte trop cher parce que j'ai des sites qui sont trop répartis, j'ai des agences où il y a trop peu de monde pour pouvoir accueillir à chaque fois une personne. Est-ce que je fais du distanciel? Je fais du distanciel à condition que ça soit pertinent pour mon activité, ça soit pertinent par rapport au sujet de la formation, que ça soit pertinent par rapport à mes publics. On a parlé des caristes tout à l'heure. On sait que le public cariste va être moins à l'aise en distanciel. Généralement, le distanciel, on le privilégie quand même plutôt pour des publics, on va dire, cadres, fonctions tertiaires, sédentaires, etc. Et de plus en plus, en tout cas, ce que nous, on observe, c'est qu'il y a eu un retour très, très fort au présentiel dans les années, les années passées. À une époque, on pensait que tout se ferait en distanciel, mais pas du tout. La formation, c'est quand même plus sympa avec un formateur qui est avec vous dans votre salle et qui peut vous partager, être plus pédagogue, c'est quand même plus facile. La formation, est-ce qu'on fait une formation catalogue du prestataire ou catalogue classique type PSC1, sauveteur secouriste, ou est-ce qu'on veut une formation sur mesure? Ça, c'est une bonne question à se poser. Je vous donne un exemple sur les risques psychosociaux. C'est souvent une formation qu'on va adapter, personnaliser pour l'entreprise. Parce que les cas de risques psychosociaux, les cas d'incivilité, les cas de conflits internes vont varier selon si je suis dans la fonction publique, selon si je suis dans le secteur de la propreté, dans le secteur des services, etc. Donc, super important de se poser cette question, sur mesure ou catalogue. Animation en interne ou en externe? En interne avec des gens, est-ce que c'est moi qui forme? Est-ce que c'est mon collègue, etc. Est-ce que c'est les managers? Ou est-ce qu'en externe, je fais appel à des prestataires? Une solution qui est possible, Gwen en parlait, vous formez des référents. Donc, vous allez, finalement, c'est une animation qui est en externe, vous faites appel à des prestataires, mais par contre, vous avez des relais en interne qui vont pouvoir former. Donc, souvent, le ROI de ces formations, il est très élevé parce que vous faites une session, vous avez potentiellement tous les gens autour de ces référents internes qui sont formés. Est-ce que je fais du collectif ou est-ce que c'est de la formation individuelle? Vous savez, pour certains publics, on peut avoir des formations de type coaching, notamment manager, direction générale, ce qu'on appelle les hauts potentiels, etc. Vous pouvez avoir la formation individuelle. La formation individuelle, c'est souvent dans le cadre de tout ce qui est soft skills, relations interpersonnelles, ou dans le cadre du maintien dans l'emploi, sur le handicap notamment. Est-ce que je fais une formation synchrone ou asynchrone? Donc, synchrone, c'est que j'ai un formateur au même moment, qu'il soit en distanciel ou en présentiel. Et asynchrone, c'est du e-learning. Et donc, la question à se poser sous-jacente, c'est est-ce que je peux mobiliser mes collaborateurs au même moment sur cette session? Ou alors, au contraire, j'ai des commerciaux qui sont un petit peu partout en France. J'ai des collaborateurs qui travaillent sur des machines qui doivent tourner en permanence.
Impossible de les mobiliser au même moment. OK, ben, j'ai une solution en e-learning, en asynchrone, qui est plus flexible. Et ensuite, est-ce que je fais une formation plutôt théorique ou est-ce que je fais une formation plutôt pragmatique, plutôt orientée terrain? Ça, nous, on recommande quand même plutôt les formations terrain, hein, plutôt adaptées aux contraintes, aux opérations. Et ce qu'on recommande même, si possible, dans le cadre d'une journée de formation ou de 2 jours, c'est d'avoir un temps sur place. Vous êtes en salle de formation une bonne partie de la journée, les 2 tiers de la journée, et vous avez le tiers restant où on est sur place parce qu'on parle des chutes de plein pied, parce qu'on parle des gestes et postures et qu'on veut voir les machines, parce qu'on parle des chutes de hauteur, parce qu'on parle de l'ergonomie au poste de travail, etc. Larry, je ne suis pas sûr de comprendre votre question. L'ingénierie de formation comme méthodologie et technique, n'hésitez pas à me dire, sinon je ne suis pas sûr de comprendre. Donc là, on a défini ensemble les formats, très important. On va définir les publics. Est-ce que sur ce sujet des RPS, je dois former les salariés ou les managers? Est-ce que sur ce sujet du travail de nuit, je dois former les RH, le CSE, etc. Le plan de formation idéal, c'est un plan qui va former différents publics sur différents sujets. On n'est pas obligé de former tout le monde sur les risques psychosociaux. Peut-être qu'on peut former que les managers, entre guillemets. On n'est pas obligé de former tout le monde sur le premier repère en santé mentale. On peut former peut-être que le CSE, etc. Et donc, dans votre plan de développement, important de distinguer les publics, notamment puisqu'en termes de budget, vous n'avez pas forcément les budgets pour former tout le monde. Donc, il faut faire des choix. Peut-être que pour les salariés, on va plutôt faire de la sensibilisation, 1 heure, 1 h 30, on fait de la conférence, etc. Ou peut-être qu'on fait plutôt du e-learning. Mais par contre, les RH et les managers, je veux vraiment les former. Et donc, je veux un temps en présentiel pendant une journée complète sur ce sujet des risques psychosociaux. Donc, vous allez avoir ces choix à faire de public. Une fois que vous avez défini les formats, je veux faire 7 heures en présentiel et je veux une animation avec un prestataire externe et je veux une formation adaptée sur mesure, personnalisée. OK, mais maintenant, à qui est-ce que je la propose, cette formation? Est-ce que je la propose au CSE, au manager, aux salariés, etc. Est-ce que ça vous va en termes de public? Et vous pouvez peut-être me dire dans le chat si vous avez des sessions que vous avez proposées à certains publics spécifiques. Est-ce qu'il y a des formations que vous proposez que à vos managers, que à votre CSE, etc. Et pendant ce temps, j'enchaîne sur la suite. On a encore un petit quart d'heure si ça vous va. Juste un petit point pour vous dire en termes d'obligations. Quand vous avez une formation, vous savez que vous avez des obligations, on va dire, administratives. Et votre prestataire ou vous devez fournir le contenu détaillé de la formation. Donc, c'est généralement une fiche formation. Vous devez fournir une convention de formation, convocation, invitation à la formation, feuille d'émargement, évaluation ou questionnaire de satisfaction à chaud et attestation et certificat de formation. Ça, normalement, si vous avez un organisme Calliope qui vous délivre ces formations, il s'occupe de ça pour vous. Je pense, nous, évidemment, on fait ça et on le fait sur notre espace client. Donc, ce n'est pas de papier, c'est tout digitalisé, c'est tout automatisé et ça permet de vous faire gagner un temps incroyable. Catherine, ouais, vous faites des formations réservées aux managers. Ouais, c'est effectivement souvent le cas. Sur les obligations, là-dessus, vous êtes étonné ou ça vous semble clair? C'était OK pour vous sur ce qui, on va dire, les documents qui doivent être fournis dans le cadre d'une formation? Ah ouais, Larbi, effectivement, le plan de formation, il doit émaner d'un diagnostic stratégique, effectivement, de diagnostic de l'entreprise, CODIR, etc. Et ensuite, on va avoir de l'ingénierie pour se dire comment est-ce qu'on adapte la formation aux objectifs de l'entreprise. Ouais, tout à fait, vous avez raison. Si j'ai pas d'autres réactions, j'enchaîne parce que je vois que le temps file un petit peu sur le financement. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous avez déjà mobilisé des aides financières pour votre entreprise, pour les formations? Et moi, je vais vous donner quelques conseils. FSE, qu'est-ce que c'est FSE, Mylène? Excusez-moi, je ne suis pas… FSE+, Fanny, toujours. Top. OPCO, ouais, merci Fanny. Donc, votre OPCO, c'est OPCO EP.
Enveloppe nationale. Ouais, ok. Ok. Dites-moi dans le chat, est-ce qu'il y en a qui ont fait de la CARSAT, par exemple, ou du fonds FACT, le fonds pour l'amélioration des conditions de travail? Ouais, enveloppe dédiée IA. Ok, ouais. Ouais, effectivement. De plus en plus, il y en a. Donc, Ocapia, OPCO2I, ouais, votre organisme enfin, votre OPCO. CARSAT aussi, Mylène, ouais. Et FSU. Ok, top. Ouais, effectivement, Catherine, vous avez raison. Là, je parle vraiment de la session de formation, on va dire, classique. Mais vous avez raison sur ce point-là. Pareil, si dans le chat, vous avez eu d'autres financements possibles, d'autres mobilisations, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis, du coup, moi, je vais vous partager un peu ce qu'on peut observer sur le terrain. Classique, financement par les OPCO, vous connaissez du coup, les OPCO, c'est les opérateurs de compétences qui sont des organismes agréés par l'État. Vous avez un OPCO par branche et donc ça va financer la formation d'apprentissage, ça va accompagner les entreprises à définir leurs besoins de formation. Ça finance jusqu'à 100% des sessions de formation pour les entreprises de moins de 50 salariés. Pour les entreprises qui sont plus grandes, ça va financer parfois une partie, parfois une toute petite partie, parfois pas du tout. Donc ça, il faut se renseigner auprès de votre OPCO, il faut avoir des relations avec votre OPCO pour pouvoir leur poser la question. Certains OPCO proposent des sessions de formation en en collectif, quoi, en présentiel ou à distance. Donc vous pouvez vous renseigner aussi auprès de votre OPCO pour savoir un peu ce qui est proposé. Est-ce que vous connaissiez ça, le financement par les fonds sociaux? Ça, c'est un petit peu moins connu. Le fonds social, c'est une réserve financière qu'un assureur constitue dans ses comptes et dont l'objet est de mettre en œuvre une action sociale. Cette action sociale, elle peut avoir plein de matérialisation. Ça peut être aider un collaborateur qui est en difficulté financière, par exemple, mais ça peut être aussi améliorer la santé de ses collaborateurs et financer des actions de prévention. Et donc, on peut avoir des actions de formation qui sont financées par les fonds sociaux. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si c'est des choses que vous connaissez? Est-ce que vous savez, par exemple, à quel fonds social vous êtes rattaché? Donc, je pense par exemple au fonds Syntec pour les entreprises du tertiaire. Vous avez la CCN Propreté, vous avez la CCN Méta. Donc, je vais vous donner quelques conseils là-dessus. Ce qui est important là-dessus, c'est de se rapprocher de votre assureur ou de votre mutuelle ou de votre courtier. Souvent, votre courtier va vous dire, vous savez que potentiellement, avec votre entreprise, vous êtes rattaché à tel CCN et donc vous avez potentiellement des actions de formation qui peuvent être prises en charge. Je dis bien potentiellement, hein. Toutes les entreprises n'ont pas cette possibilité-là de fonds social. Donc, il faut en tout cas se renseigner parce que ça serait trop dommage d'en avoir et de pas pouvoir en profiter. C'est l'assurance de l'employeur, ouais, effectivement. L'assurance de votre entreprise. Si vous êtes assuré au GAN, si vous êtes assuré chez Generali, chez AXA, chez Allianz, etc., vous pouvez leur poser la question. Vous pouvez aussi poser la question à votre courtier. Si votre courtier, c'est Ener, c'est Roderer, c'est CIACI, etc., posez-leur la question et vous pouvez leur demander. Ce qu'ils vont généralement pas souhaiter financer, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'obligation employeur. Si vous voulez financer de la formation SST par du fonds social, là, on va vous dire non. Par contre, financer des formations sur la gestion du stress, sur les risques psychosociaux, sur les gestes et postures avec du fonds social, potentiellement, ils peuvent vous dire oui. Et donc, vous allez pouvoir poser la question. Donc, n'hésitez pas, ça peut valoir le coup. Donc, là-dessus, nous, typiquement, on a eu des campagnes de prévention des TMS qui ont été financées par des fonds sociaux. Il y avait de la formation gestes et postures, éveil musculaire. Il y avait aussi des ateliers de sensibilisation. Il y a eu des gilets pour prévenir le mal de dos avec d'autres prestataires, etc. Il y a plein de choses qui peuvent être financées. Les fonds sociaux, ils peuvent financer aussi d'autres actions d'amélioration de la QVT sur le sommeil, sur l'ostéopathie, avec le passage d'un ostéopathe, par exemple, des choses comme ça. Donc là, notre conseil, c'est de vérifier votre CCN. Certaines CCN disposent d'un fonds social dédié, propreté, immobilier, métallurgie, BTP, Syntec, etc. Si votre CCN n'en prévoit pas, vous pouvez demander à votre assureur s'il propose des aides complémentaires. Et si vous êtes une grande entreprise, parfois vous disposez déjà d'un fonds social interne. Donc là, vous pouvez
regardez dans votre contrat. Donc voilà, là-dessus, moi, je vous recommande de poser la question à votre assureur ou à votre courtier. Ça vous va là sur les fonds sociaux? C'est assez clair? Sachant qu'on n'est pas non plus des experts, hein, évidemment. Les experts, c'est votre assureur ou votre consultant qui vous accompagne, qui est courtier. Si ça vous va, j'enchaîne avec les dernières petites possibilités. Comme ça, on a du temps pour les exemples de programmes. Financement par la CARSAT, par les CARSAT, les caisses d'assurance retraite santé au travail, qui peuvent proposer des aides financières pour les formations qui visent à réduire les risques professionnels. Donc ça, vous pouvez leur demander. Pour les entreprises de moins de 200 salariés, vous avez potentiellement un contrat de prévention s'il y a une convention qui existe dans votre secteur. Donc, pareil, là, c'est beaucoup. Ça peut être un peu de paperasse, un peu de documents, mais ça vaut le coup quand même de demander, de poser la question à votre CARSAT. Donc, vous pouvez consulter la CARSAT de votre région. De manière générale, c'est toujours difficile en termes de financement de vous donner une réponse blanc ou noir. Mais en tout cas, ça vaut le coup de poser la question, de se renseigner, parce qu'on se rend compte que les entreprises qui sont proactives là-dessus, c'est les entreprises qui ont des financements, évidemment. Donc, n'hésitez pas. Et après, moi, je voulais vous parler de ce fonds pour l'amélioration des conditions de travail, le FACT. Alors, à voir si en 2026, ça va être reproposé avec les problématiques de budget, mais c'est un fonds, c'est un dispositif, c'est une aide publique qui est gérée par l'ANACT, délégation du ministère du Travail, et qui va aider des entreprises de moins de 300 salariés notamment à financer des actions de transformation, d'amélioration de la qualité de vie, des conditions de travail. Donc, ça peut être intéressant. Ce n'est pas de la mise en conformité, ce n'est pas de l'obligation légale, c'est de l'amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie. Bon, j'espère que j'ai été concret. Je suis désolé, je dois aller un petit peu rapidement, mais le bilan là-dessus, c'est de se renseigner, poser la question à la CARSAT, de poser la question à votre assureur, à votre mutuelle, etc. Donc, quand je dis votre, c'est celui de votre entreprise, évidemment. Exemple concret de programme de formation, je vous en ai mis 4. Le premier, imaginez que je suis manager en milieu industriel. Là, voilà des exemples de programmes qu'on voit beaucoup pour un manager en milieu industriel. Typiquement, on a du travail de nuit parce qu'il y a des horaires atypiques. Donc là, le manager, il doit comprendre l'impact du travail de nuit sur ses collègues, sur ses salariés. Il doit essayer d'optimiser l'organisation. En tout cas, il doit adapter potentiellement son management à cette contrainte. La sécurité, manager la sécurité au travail dans le cadre d'une causerie sécurité, par exemple. Les conflits, parce qu'on n'est pas à l'abri des conflits, on va essayer, en tant que manager, de les aider à prévenir, à agir face à des situations à risque dans l'entreprise. Les chutes de plein pied, évidemment, quand on est dans une usine, dans un entrepôt. En tant que manager, je peux créer des conditions favorables à la prévention des risques de chute de plein pied, parce que je vais communiquer auprès des équipes, parce que je vais revoir l'organisation, les process, l'environnement de travail. Et puis les TMS, si je suis formé en tant que manager, je vais pouvoir relayer ces bonnes pratiques, ces conseils, et surtout, je vais pouvoir adapter un peu mon management pour faire en sorte que le travail au quotidien ne soit pas source de TMS. Si je suis manager dans le secteur tertiaire, c'est un peu différent. Je vais peut-être prévenir le burn-out, à la fois pour le manager et pour ses salariés. Je vais peut-être former à la gestion du temps. Peut-être que je vais former sur les TMS, mais cette fois sur la partie travail sur écran. Et peut-être que je peux former à l'intensité du travail, par exemple, à apprendre à gérer la pression et l'urgence. Vous voyez qu'on va adapter, évidemment, le programme de formation à l'entreprise et au secteur. Typiquement, sur l'intensité au travail, sur la gestion du stress, on va pouvoir faire quelque chose de très personnalisé, parce que l'intensité au travail n'est pas la même si je suis dans une administration publique que si je suis dans une banque ou dans une assurance, des choses comme ça. Donc, très, très important d'adapter. Côté collaborateur, imaginez que je suis dans le médico-social. Je peux avoir des formations sur les incivilités, l'agressivité des patients. Je peux avoir une formation sur la prévention du burn-out. Je peux avoir une formation gestes et postures, parce que la manipulation de personnes, ça crée des TMS. Je peux avoir une formation sur les horaires décalés, parce que certains jours, je démarre tôt, d'autres, je finis tard, etc. Et ça, je sais que ça va venir impacter mon rythme chronobiologique et donc me fatiguer, avoir un impact sur ma motivation, etc. Et je peux avoir des formations sur la santé mentale, une formation sur PSSM, par exemple, premier secours en santé mentale, ou formation premier repère. Pareil sur le secteur public. Dans le public, on peut avoir des incivilités d'usagers,
On peut avoir des problématiques de gestion de conflits, de communication entre collègues. On est probablement un peu sédentaire, donc on est assis à son poste, etc. Donc, quelques exemples que je vous ai proposés. Je ne sais pas si ça vous parle, ces exemples, si vous trouvez ça concret. Là, je vous ai évidemment mis que des formations qui sont en lien avec notre métier, donc santé, sécurité, qualité de vie au travail. Je ne vous ai pas mis des formations commerciales ou des formations sur le support ou des choses techniques, etc. Formation sur l'utilisation d'une machine. Dites-moi dans le chat si ça vous va en termes d'exemples, s'il y a des exemples qui vous parlent. Hop. Et du coup, moi, je voulais conclure en vous remerciant d'abord d'avoir participé. Évidemment, c'était toujours agréable pour moi. Il y a toujours beaucoup d'échanges, beaucoup dans le chat, donc c'est top, c'est super sympa. Évidemment, on se tient à dispo avec l'équipe s'il y a des questions. Si vous voulez déployer des actions de formation, bien sûr, on est là pour ça. Et notamment, on vous fait gagner énormément de temps parce que vous allez pouvoir vous appuyer sur nous sur plusieurs thématiques de prévention santé et vous allez pouvoir vous appuyer sur nous sur le suivi, en fait, le déploiement, puisque nous, on a un espace client qui permet de récupérer la convention de formation, l'émargement, les certificats de réalisation, tous ceux dont on a parlé là qui étaient obligatoires. Ça, vous pouvez le retrouver dans votre espace, dans votre tableau de bord. Vous pouvez retrouver aussi les kits de communication. Donc, ça vous fait quand même gagner pas mal de temps. Donc, ça peut être intéressant. Un dernier petit point avant de vous quitter. Je voulais vous mettre le lien vers ce livre blanc. On a fait récemment un livre blanc sur la formation obligatoire, enfin sur les formations obligatoires, pardon. Donc, ça a été un gros boulot de l'équipe pour essayer de définir ce qui est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire, ce qui est optionnel en fonction des secteurs, des métiers, etc. Donc, gros travail de l'équipe de notre côté. Si vous voulez télécharger ce document, vous pouvez aller sur ce lien-là. Ensuite, je vous mets le lien vers le prochain webinaire. Si j'arrive à le retrouver, tac. Si vous restez avec nous encore 2 minutes, comme ça, je vous mets tous les liens et après, on peut aller déjeuner tranquille. Donc, ressources, qu'est-ce que je voulais vous mettre? Hop, les webinaires. Tac. Donc, le prochain webinaire, on l'a dit, sur la santé mentale, grande cause nationale 2026, donc renouvelé. Donc, ça, c'est le lien. Hop. Donc, vous avez d'abord le lien sur le livre blanc formation obligatoire. Ensuite, le lien sur les webinaires et dernier lien. Et puis après, j'arrête avec les liens. Hop. C'est le lien vers notre site internet. Tac. Voilà. Si vous êtes déjà en contact avec quelqu'un de notre équipe, donc généralement c'est une personne de l'équipe commerciale, n'hésitez pas évidemment si vous avez des questions par rapport à ces sujets-là dont on a parlé. Si vous voulez nous faire un retour aussi, c'est avec grand plaisir. Moi, je reste dispo si vous avez encore quelques petites questions. J'espère que ça a été utile pour vous. Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me dire si ça manquait de certains points. Moi, je suis preneur. Merci à vous, Camille. J'espère que c'était une heure utile et intéressante pour vous ensuite pour votre semaine. Merci, Mylène, c'est gentil. C'est très gentil. Hop. Merci Elisabeth, Catherine, merci beaucoup. Et bien, du coup, pour celles et ceux qui étaient pour la première fois avec nous, j'espère que ça vous convaincra de venir aussi. Si jamais vous n'avez pas le temps pour les prochaines sessions, ce que je comprends, bien sûr, vous savez que vous avez notre chaîne YouTube. Vous mettez sur YouTube au Goldmap, vous retrouvez tous les replays et vous retrouverez forcément un replay qui vous intéresse parce qu'on a parlé un moment de semaine du handicap, de semaine QVT, de Safety Day, de risques psychosociaux, de formation spécifique pour les managers. La dernière fois, c'était super intéressant. On a parlé de comment est-ce qu'on lutte contre l'absentéisme grâce à des programmes de prévention santé. Donc, on essaye, autant que faire se peut, de vous donner un maximum de conseils, de bonnes pratiques pour que ça soit utile.
Je vous remercie aussi d'avoir pris ce temps-là, pris cette heure-là. Je vous souhaite une très, très belle journée et puis encore très bonne année à tous et à toutes. Voilà, que ça démarre sur les chapeaux de roue. Et encore merci d'avoir passé ce temps avec nous. À très vite. Au revoir.